Benoît Apparu, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Vous êtes secrétaire d'État au logement, un logement qui a inspiré les socialistes et les Verts, puisque dans leur accord figurent deux propositions sur le sujet. D'une part, bloquer les loyers, d'autre part, interdire les expulsions des locataires de bonne foi. Que pensez-vous de ces deux propositions ? Vous avez dit inspiré. Je ne suis pas sûr que ce soit une grande inspiration. En l'occurrence, ces deux propositions n'aboutiront qu'à une seule chose, faire fuir les propriétaires du marché locatif. Et si vous n'avez plus de propriétaires, ça veut dire que vous n'avez plus d'appartements à louer. Pourquoi cette conséquence ? Quand vous allez dire aux propriétaires interdiction d'expulser, vous allez déresponsabiliser tous les locataires. Et donc les propriétaires vont se dire « Oh là là, j'arrête et je fais autre chose ». Idem. Quitte à payer les pénalités, puisque maintenant, on ne peut pas laisser un logement vacant sans raison valable. Pendant un certain temps quand même. C'est quand même 2 ans. Hein. Oui, il faut que le logement soit vacant sans raison, etc. depuis plus de 2 ans. Donc il faut limiter les choses, bien évidemment. C'est pas ça qu'ils vont faire. Mon inquiétude est beaucoup plus profonde que ça. C'est qu'ils vont changer d'investissement. Ils partiront du marché locatif et investiront dans les matières premières, investiront dans l'or, investiront dans tout ce que vous voulez. Parce que quand vous allez dire à un propriétaire, non seulement tu ne peux plus expulser, mais en plus, ton loyer, on va le baisser, vous êtes tranquille, le résultat va être très simple. Ok, messieurs du gouvernement, je vais faire autre chose de mon argent et je vais investir ailleurs. Donc, en plus, crise aiguë du logement. Bien sûr. En attendant une victoire dont elle ne doute pas, la gauche a décidé d'utiliser le Sénat, où elle est devenue majoritaire en septembre, comme vitrine de sa future politique. On écoute, si vous voulez bien, ce qu'en dit Jean-Pierre Bel, qui est le nouveau président socialiste du Sénat. L'ancienne majorité sénatoriale n'a pas compris qu'elle avait perdu le Sénat. Je comprends qu'avoir perdu le Sénat pour la droite, après 50 ans d'hégémonie sur cette Assemblée, ça puisse constituer un choc. Alors, est-ce que finalement, la gauche sénatoriale ne fait pas contre la droite au pouvoir ce que faisait la droite sénatoriale quand la gauche était au pouvoir sous Mitterrand ? Oui, c'est possible, c'est logique, ils sont en partie dans leur rôle. Ils détricotent, entre guillemets, ce qu'on va refaire à l'Assemblée nationale d'ailleurs, donc ça ne changera rien aux décisions qui seront prises, ça prendra un peu plus de temps. Ce qui est très drôle d'ailleurs, revenons sur le logement, tiens, par exemple. Ils ont pris une décision très amusante il y a quelques jours, la majorité PS au Sénat, ils ont supprimé une taxe sur les micro-surfaces que nous souhaitions mettre en place. C'était quoi l'idée ? De se dire que quand on a des loyers qui sont à 70 € du mètre carré, c'est de l'abus. C'est justement toute la différence entre des loyers élevés que nous avons sur le marché parisien et puis clairement de l'abus des micro-surfaces. L'idée, c'était de dire non, quand il y a de l'abus, il faut réprimer. Et sinon, il faut produire des logements pour réguler les prix, mais pas, comme ils le proposent, bloquer les prix, voire faire descendre les prix. Mais ce qui est encore plus amusant, c'est que Nicole Bricq, qui est la rapporteuse du budget, qui est à l'origine de la suppression de cette disposition, a invoqué les lois du marché. C'est tout à fait contradictoire. Pour permettre une régulation. C'est pour ça que c'est assez drôle quand on écoute et quand on regarde ce qui se passe. C'est vraiment le décalage qu'on a surtout d'ailleurs. Tout le projet porté par François Hollande, c'est en permanence un décalage sur tout. Il y a des préconisations. Alors justement, est-ce que vous avez compris ce qu'il veut faire sur les retraites ? Alors, j'ai compris, oui, je pense avoir à peu près compris ce qu'il voulait faire maintenant. Alors, expliquez-nous. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'il voulait faire hier. Et ce n'est pas du tout la même chose que ce que proposait le PS lorsque nous avons discuté des retraites. Quelle est l'évolution assez drôle d'ailleurs ? Au moment du débat sur les retraites, le PS, la main sur le cœur, nous a dit en permanence « Nous reviendrons sur cette réforme inique de A à Z et on la balayera d'un trait de plume ». Je me souviens même d'ailleurs à l'époque du Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement en disant « Attendez, le coût de la suppression, vous nous l'avez déjà fait à plusieurs reprises sur toutes les formes des retraites que nous avons faites. Ils ne l'ont jamais fait. » Eh bien, même chose. Là, premier mensonge de François Hollande, il revient en arrière par rapport à ce qui avait été dit par le PS. Il revient en arrière par rapport à l'accord du PS, au projet du PS, et d'Europe Écologie Les Verts, qui effectivement supprimait là encore d'un trait de plume la réforme de 60 ans. Mais est-ce que lui-même a évolué par rapport à ses propres positions ? Vous savez, il peut évoluer. Tout le monde évolue, tout le monde change, et c'est normal qu'entre les positions que pouvait avoir François Hollande il y a 20 ans et celles qu'il a aujourd'hui, il change. Je parle d'un temps plus court quand même. C'est là où je voulais en venir justement. Changer en 20 ans, c'est compréhensible. Changer en 2 mois, ça l'est un peu moins peut-être. En quoi a-t-il changé ? Lui dit qu'il n'a jamais promis le retour de la retraite à 60 ans à taux plein. François Hollande, vrai ou c'est faux ? Pendant les primaires du Parti Socialiste et pendant le débat sur la réforme des retraites, comme tout le PS, a dit... Nous reviendrons cette réforme et on annulera cette réforme. Bon. Oui, maintenant, il a une position. Il n'a pas dit on reviendra à la retraite à 60 ans. Mais à ce moment-là, il a menti à l'époque.
Soit il a menti aujourd'hui, soit il a menti à l'époque. Soit à l'époque, il a dit aux Français, je reviendrai dans cette position, et à ce moment-là, les Français ont dit, il reviendra sur la réforme à 60 ans. Maintenant, s'il nous dit, grosso modo, je reviens, mais, et puis il va rajouter des mais toutes les semaines. Oui. Bon. Mais regardons un peu son mais quand même. Son mais, c'est quoi? Je reviens sur la réforme 62 à 60 ans pour tous ceux qui ont commencé à travailler à 18 ans. Voilà. La réforme semble se stabiliser un peu, en tout cas son projet, pour l'instant, hein, avant qu'il ne change encore dans un mois, semble se stabiliser un peu. Avec 41 annuités. Avec 48 unités. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que ça va quand même coûter d'ici 2018, qui est l'horizon de la réforme que nous avons préparée, 20 milliards d'euros à trouver en plus. Ce qui est le quart des économies que vous Ce qui est le quart des économies réalisées. Ce qui veut juste dire que ça sera surajouté évidemment à tous les milliards qu'il a déjà promis dans son projet. Et j'imagine que dans un mois, il va encore nous dire autre chose. C'est là où on a un vrai problème avec François Hollande. Dans une période comme celle que nous vivons, difficile, compliquée, crise, avoir quelqu'un qui change de point de vue tous les 4 matins parce que les Verts n'ont pas été contents, ou parce que les Rouges n'ont pas été contents, ou parce que je ne sais qui n'a pas été content, il y a un moment, il faudrait juste qu'on sache où il va et quel est son cap. François Hollande aujourd'hui n'a pas de cap. On a l'impression que Martine Aubry vous a entendu, puisque à chaque fois qu'il s'exprime, elle lui rappelle les fondamentaux. Elle s'est érigée en gardienne des promesses socialistes. Est-ce que finalement, ce n'est pas la meilleure alliée de Nicolas Sarkozy? Je ne sais pas si c'est la meilleure alliée de Nicolas Sarkozy. En tout état de cause, on a des positions du PS qui sont absolument extraordinaires et qui changent, je le répète, tous les matins. Alors, prenons un exemple. Non, mais on a à peu près vu ce que vous vouliez dire. Non, mais il y en a un autre qui est très drôle ça ce paraît matin. Très éloquent. Les propos de M. Sapin ce matin sur le PR, c'est une pure merveille. M. Sapin, ce matin, sur le PR, nous dit, sur le PR, on y reviendra dans les 5 ans qui viennent. Moi, j'ai le souvenir d'un 20 heures de François Hollande, où quasiment le poing sur la table pour montrer que c'était un vrai décideur, le PR, je le maintiendrai, je continuerai. Et ben voilà, ça continue sur le nucléaire, tous les jours ça change. Là encore, il faudrait qu'un jour ou l'autre, François Hollande dise simplement aux Français, voilà ce que je veux. Alors, on le sait toujours pas. Comment expliquez-vous, alors que d'après vous ça change tous les jours, que François Hollande reste aussi haut dans les sondages? Vous savez, il y a eu, il faut le reconnaître, une très belle séquence du Parti Socialiste pendant les primaires. Oui, vous le reconnaissez a posteriori. Non, je l'ai toujours reconnu, y compris sur le moment. Vous pouvez reprendre toutes mes déclarations. Je suis l'un des rares à avoir dit à l'époque que c'était une très bonne chose. Les primaires, c'est une belle chose. Belle réussite pour le PS, il n'y a rien à dire. Ils n'ont pas su transformer l'essai. Mais effectivement, pendant ces primaires-là, François Hollande a profité des primaires. Il y a eu un effet primaire pour lui qui l'a fait monter dans les sondages. Mais il perdure. Depuis lors, il a quand même fortement baissé. Il a baissé quand même de quelques points sur ses prix depuis un mois ou deux maintenant. Il est toujours très haut. Et de son côté, Nicolas Sarkozy, qui avait amorcé une remontée, ne progresse plus. Vous savez, l'élection présidentielle, c'est dans 5 mois. Donc on va vivre un certain nombre de séquences. Et les sondages vont suivre ces séquences-là. Moi, je constate juste une chose. Nicolas Sarkozy est plutôt en progression dans les sondages. François Hollande est plutôt en train de baisser. Les choses se réinverseront sûrement à un moment ou à un autre. C'est-à-dire qu'il est possible... À quel moment les sondages devront marquer qu'une dynamique s'est créée? Il n'y a pas de date par rapport à ça. Sincèrement, les choses... En 1995, Jacques Chirac avait commencé à dépasser Édouard Balladur vers janvier. Ah non. Moi, j'ai encore le souvenir d'un sondage en janvier 95 où Jacques Chirac est à 12%. Donc les choses se sont inversées beaucoup plus tard. Fin janvier. Jacques Chirac, en 95, je faisais partie de son QG de campagne à l'époque, a vu effectivement ces sondages monter courant janvier. L'inversion s'est faite un peu plus tard. Mais là encore, la question ne se pose pas comme ça. On verra le résultat le moment venu. Ce que je constate pour l'instant, c'est quoi? C'est que nous avons effectivement un président de la République qui est globalement relativement haut au premier tour, qui est encore effectivement très loin de François Hollande au second tour. Ça veut juste dire qu'on doit continuer à se battre, ça veut dire qu'on doit continuer à être mobilisé fortement derrière le président, expliquer ce qu'il fait, expliquer cette séquence européenne où là encore, j'ai toujours pas compris ce que voulait le PS, pas plus sur ce jeu-là que sur les autres. Donc on a effectivement une position, une ligne, la nôtre, celle du président, qui est claire. On sait où on va, on sait ce qu'on fait en ce moment, et on sait où on veut amener les Français. Du côté du PS, je ne le vois toujours pas. Je suis à titre personnel convaincu que dans une période difficile comme celle-là, les Français ne choisiront pas l'amateurisme de François Hollande. Eh bien, on verra. Michel Alliot-Marie, qui était à votre place hier, vous a posé une question à la fois politique et personnelle. Dans 20 ans, 2029, comment est-ce que tu aimerais servir la France ?
Dans 20 ans, en 2029, comment j'aimerais servir la France? Bonne question, très bonne question, Michel. Et Je ne sais pas Michel. parce que je ne ferai pas de plan sur la comète. Non. Je peux traduire. Non, Est-ce que non, vous envisagez d'être candidat à la présidence de la J'allais vous République? répondre. Je pense que je serai candidat à la présidence de la République en 2148. Voilà. Alors, tout ça pour dire quoi? Tout simplement, voilà, c'est pas mon truc de me projeter à 35 ans Et comme ça. Jean-François Copé a tort de le faire? Chacun fait ce qu'il veut, chacun son comportement par rapport à ça. L'idée qui consiste à 42 ans, quand on n'a pas encore fait grand-chose, qu'on n'a pas encore prouvé grand-chose dans le milieu politique, qu'on se projette dans les 20 ans qui viennent, non. J'ai un ego surdimensionné, comme tous les hommes politiques, mais pas à ce point quand même. Benoît Paru, je vous remercie. Merci à vous. Bonsoir et à demain pour un nouveau talk Orange Le Figaro.